Rebonjour à toutes et à tous. Nous allons clôturer ces journées Erasmus+ enseignement supérieur édition 2024. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette clôture. Et nous terminons avec Monsieur Erwan Petel, qui est administrateur de l'État au sein de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Il a accepté d'être notre grand témoin pendant ces 2 jours. Il va partager avec nous ses retours, son regard. Il a été présent dans les plénières. Il a aussi participé à 2 ateliers. Et donc, il va nous dire son avis sur ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, ce qu'il a peut-être découvert pendant ces journées Erasmus+ enseignement supérieur. J'ajoute qu'il est également rapporteur de la commission sur l'intelligence artificielle. IA, notre ambition pour la France, sujet de forte actualité et qui va peut-être rentrer en résonance à ce qu'il avait vu, et ce qu'il avait, 1, 2, 3, ce qu'il a vu et entendu pendant ces 2 jours. Je vous remercie de nous rejoindre et nous allons commencer cette clôture. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Merci à tous, bonjour, parce que je ne vous ai pas tous salués ni aujourd'hui ni demain, donc voilà, voici l'occasion pour moi de remercier aussi la directrice de l'agence, Nelly, merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis merci aussi à l'ensemble des équipes, des pôles et des départements de l'agence Erasmus qui ont contribué à l'excellente organisation de ces journées. Et puis ce que ne vous a pas dit Mathilde, c'est que je joue un double jeu en étant ici, à savoir que je suis à la fois auditeur et curieux de voir un petit peu tout ce qui se passe sur le terrain d'Erasmus dans l'enseignement supérieur, mais je réalise aussi l'audit de l'agence, et donc c'est aussi une manière pour moi de pouvoir sonder un petit peu et de voir si ce qui m'a été indiqué, rapporté au sein de l'agence est vrai ou non. Donc j'ai pu apprécier ici effectivement le fait qu'il se passait des choses dans l'enseignement supérieur grâce à Erasmus. Donc merci à tous et à toutes qui représentaient les établissements, les opérateurs, les usagers. On a vu quelques bénéficiaires étudiants aujourd'hui en emploi et qui ont pu profiter de ces masters Erasmus Mundus ou de mobilité. Et donc de voir tout ça fonctionner est quand même infiniment satisfaisant, sachant que, on le rappelle, depuis 30 ans, ce sont plus de 12 millions d'Européens qui ont bénéficié des programmes Erasmus. C'est à peu près 150 000 jeunes Français par an, que ce soit élèves, étudiants, apprenants dans le cadre des formations, à la fois formation initiale, formation des adultes. Les apprentis aussi peuvent bénéficier des mobilités. Et puis aussi les personnels au sein des universités et des institutions françaises. Bien sûr, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les personnels administratifs. Et donc tout cela contribue à faire en sorte qu'il y ait un lien qui se forme entre nos institutions à l'échelle française, entre établissements français. J'étais tout à l'heure à un atelier où UPPA présentait dans le cadre de ces programmes d'innovation pédagogique un lien avec l'Université Savoie-Mont-Blanc. Donc voilà, ce n'est pas que de l'interaction avec les institutions étrangères, internationales, c'est aussi créer du lien entre les opérateurs nationaux. Donc, si on en revient à tout ce qui a pu être entendu ces 2 derniers jours, si on parle de l'action Erasmus, on pense forcément mobilité. On peut quand même se réjouir du fait que plus de la moitié des masters Erasmus Mundus, j'ai noté 206, mais on ne va pas commencer à rentrer dans les chiffres, 112 des 206 masters Erasmus Mundus impliquent au moins un opérateur français, mais c'est pas que ça, ce ne sont pas que les masters Erasmus Mundus, il y a bien sûr toutes les mobilités individuelles des étudiants. Il n'y a pas que les masters, puisque les étudiants peuvent bénéficier de ces mobilités dans le cadre de leur licence, du master, aussi du doctorat.
Et puis, il n'y a pas que les formations universitaires qui sont impliquées dans ce dispositif Erasmus. Je pense bien sûr aux filières BTS, les IUT au sein des universités, les écoles d'ingénieurs, les business schools. On a parlé de l'enseignement professionnel tout à l'heure, l'enseignement agricole, tout ce qui se raccorde au ministère de la Culture, au ministère de la Santé. Bref, ça implique quand même beaucoup d'apprenants, de personnel et d'enseignants. Donc on peut se réjouir quand même de ce succès-là. Plus récemment, depuis 2019, on a quand même eu un nouveau chapitre avec Erasmus, qui a été la création des universités européennes, dont vous ne faites pas forcément tous partie. Toutes vos universités ne sont pas dans des universités européennes, mais il y a quand même une réponse assez significative des établissements français, 50 établissements français au comptage que j'avais, tu me diras si je fais quelques erreurs, 50 établissements français sont dans des alliances européennes, et 44 des 50 alliances impliquent des établissements français. Donc ça veut dire quand même qu'on est extrêmement présent. Donc on est dans cette dynamique européenne, on ne peut que s'en réjouir. Tout ça nécessite forcément donc des collaborations, des approches concertées dans le temps. On l'a entendu ce matin, dans les forces et faiblesses de projets ou de dispositifs, il y a la dépendance à une ou deux personnes au sein d'un établissement qui crée un petit peu de la fragilité dans ces dispositifs. Donc il faut absolument disposer d'une masse critique de personnes impliquées pour que celles-ci soient suffisamment solides dans le temps, qu'elles impliquent plusieurs composantes, plusieurs départements, bien sûr un nombre important d'enseignants-chercheurs, et puis appuyées par les corps administratifs qui sont absolument indispensables pour soutenir l'inscription, les mobilités, le service, l'accueil des étudiants. Donc tous ces éléments sont absolument fondamentaux. Il y a eu une lumière cette année qui a été faite sur l'action Clé 2, qui est donc basée sur le développement des coopérations. Action Clé 2 que je dois bien avouer, je connaissais mal. Et donc le fait que j'ai pu me rendre à 2 ateliers ce matin, j'avoue que je ne les ai pas tous faits, m'a permis de mieux appréhender ce qui peut être fait par les établissements. Encore une fois, c'est quand même extrêmement satisfaisant de voir le niveau de créativité que vous pouvez avoir en matière d'action, de coopération. On peut quand même déjà, je pense que toute l'agence saurait vous dire combien vous êtes imaginatif, et c'est bien de le dire. Donc ça peut se faire au sein des universités européennes, ça peut ne pas se faire au sein des universités européennes. Tout ça n'étant pas un problème, ça permet quoi, ces coopérations? Ça permet de renforcer les liens avec le milieu socio-économique. J'entendais tout à l'heure une action avec les laboratoires Sanofi, qui est fait par l'Université catholique de Lyon, et qui permet d'échanger les bonnes pratiques en termes de formation, à des soft skills, d'échanger sur les formations destinées aux dirigeants. Donc c'est bien de voir que l'université ou les opérateurs de l'enseignement supérieur, de manière générale, ne se placent pas forcément toujours en grand expert de type de formation, mais qu'on puisse aller aussi vers ces acteurs parce qu'ils ont des choses à nous apprendre. Et au travers de ces programmes de coopération, justement, on arrive là à des dispositifs originaux que le ministère de l'Enseignement supérieur ne s'est pas proposé. Donc ça veut dire que là, vous êtes dans une complémentarité et au bénéfice ici de personnes qui apprendront, qu'elles soient en formation initiale ou en formation tout au long de la vie ou en formation professionnelle. Tous ces échanges de méthodes, toute cette approche, du travail que nous pouvons réaliser peut aboutir à des innovations pédagogiques. On a eu une illustration, je le disais tout à l'heure, avec l'université de Pau et du Pays de l'Adour, si je dois faire son nom complet. Je ne sais pas si vous êtes ici. On a eu un témoignage qui, dans un premier temps, m'a un peu laissé
pas perplexe, mais en tout cas interrogatif, parce qu'il évoquait un des champs dont on sait qu'il constitue une faiblesse dans le dispositif Erasmus et peut-être du manque d'attractivité auprès de certains étudiants, à savoir toutes les barrières de la langue, les barrières de la mobilité. Et donc, on peut avoir une réflexion, et c'est ce qu'a eu PPA, une réflexion de l'innovation pédagogique, de la place du numérique dans ces formations pour augmenter leur attractivité. Le biais de ce type de réponse, c'est ce qu'on évoquait lors de l'atelier, c'est l'approche technosolutionniste. Et ça, je pense que c'est un élément qu'il faut avoir en tête, ne pas se dire qu'on va faciliter l'attractivité des formations Erasmus par la technologie, au sens de la traduction automatique, au sens des cours qui sont hybridés pour faciliter les mobilités et faire des mobilités virtuelles. Certes, c'est un champ d'opportunités, mais je pense qu'il ne faut pas se limiter à ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours réfléchir en premier lieu, et ça va me permettre de me raccrocher à ce que tu évoquais, Mathilde, à savoir tout le temps que j'ai pu avoir au sein de la commission sur l'intelligence artificielle. Ne pas considérer que la technologie est une solution à nos problèmes et que dans tous les cas, et c'est ce qui fait l'essence et l'ADN même d'Erasmus, c'est que c'est avant tout de l'humain. Et il ne faut surtout pas oublier ça. C'est de l'humain entre les enseignants, c'est de l'humain entre les administratifs, c'est de l'humain entre les étudiants. Et il ne faut pas que le biais numérique technologique nous permette de dire voilà, on a une solution entre guillemets de facilité, et qui nous permet ici de développer, d'amplifier nos dispositifs d'échange. Oui, mais ce qui fait aussi la richesse d'un dispositif Erasmus, c'est le fait que des étudiants internationaux, des enseignants, des corps administratifs partagent leur culture. Donc frontalement, humainement, viscéralement. Donc ça, c'est extrêmement important, même si, encore une fois, ça peut être quelque chose de complémentaire. Je ne suis pas là à dire qu'il faut arrêter toute forme de master en forme hybride. D'autre part, ces actions clés que vous avez pu voir ces derniers jours répondent à des enjeux de transformation, mais font aussi face à des problématiques de l'environnement au sens large. Je ne dis pas problématique environnementale, qui évolue rapidement. Le premier, ce sont les enjeux politiques. Et on a vu la Commission européenne a su répondre aux problématiques est-européenne avec l'Ukraine et a impliqué et rajouté de l'argent pour qu'on puisse associer et avoir une politique en faveur des étudiants et des personnels ukrainiens. Je pense aussi aux Balkans. C'est pas uniquement et exclusivement quelque chose qui est à destination de l'Ukraine, mais le fait que nous ayons un regard amplifié à destination des Balkans est extrêmement important aujourd'hui. Petite parenthèse, sachez quand même que les Balkans, au-delà du fait que ce sont des pays européens aux portes, enfin à quelques petites centaines, petits milliers de kilomètres d'ici, il y a une emprise chinoise très croissante qui fait un certain jeu, et pas que les Chinois. Donc il est extrêmement important que nous soyons présents, proactifs à l'égard de ces régions qui sont culturellement très, en faveur d'une implication et d'une intégration au sein de la culture européenne. Le deuxième enjeu, ce sont les enjeux environnementaux. Il est clair qu'aujourd'hui, la mobilité, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, interroge. Faire bouger tant d'enseignants, tant de personnel, tant d'étudiants dans un monde où la concentration en CO2 dans l'atmosphère augmente de manière significative, pose une certaine question. Et encore une fois, la réflexion autour des mobilités virtuelles peut être un champ d'interrogation. Mais il y a aussi le fait, et je crois qu'on en a déjà parlé lors de l'audit, le fait qu'on va promouvoir les transports des étudiants et des personnels par voie ferrée. Donc voilà, il y a tous ces champs-là qu'il faut que nous réfléchissions ensemble pour que ce qui est une bonne idée, à savoir le partage des cultures, la mobilité de nos étudiants, l'enrichissement culturel et de pensée, ne se fasse pas au détriment d'autres enjeux.
Et puis, il y a cet enjeu, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, des conséquences futures de l'intelligence artificielle qui, au-delà de sa partie technologique que j'ai déjà évoquée, va de toute façon profondément transformer les pédagogies. On va y faire face, on ne le sait pas encore complètement, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller, parce que nous sommes vieux tous ici, enfin, ou pas tous d'ailleurs, il y a des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que d'autres, mais ce qui est certain, c'est que cette technologie va profondément transformer les méthodes de formation, va probablement profondément transformer les cursus, la manière d'apprendre, et donc l'étudiant lui-même. Donc il va falloir se mettre en phase avec cette révolution technologique pour que nous puissions adresser un certain nombre de réponses. Alors, il y a des réponses extrêmement bénéfiques. On le disait tout à l'heure, la barrière de la langue n'en sera probablement plus une. On va pouvoir faire des échanges et des communications entre étudiants qui, ne parlant pas anglais, pourront communiquer entre un lituanien, un allemand, un croate et un français. Voilà, on pourra imaginer ça sans aucun problème, et donc d'imaginer des formes de coopération. On parlait de travaux pratiques tout à l'heure, de projets étudiants qui associent ces étudiants sans qu'il n'y ait plus de barrière de la langue. Donc il va y avoir tout un champ ici d'opportunités qui va apparaître avec l'intelligence artificielle et qui pourront donc donner lieu à de très beaux projets d'action clé 2 ces prochains mois. Enfin, j'en finirai sur les enjeux futurs. Alors, vous l'avez vu, et les choses ont été extrêmement précises ici. Il faut envisager de soutenir les partenariats de coopération, les projets de renforcement, notamment vis-à-vis des coopérations et des capacités en Afrique subsaharienne. Donc là, on a un exemple, j'ai un exemple très illustratif de ce qui se fait de bien et de beau, puisque j'ai eu le plaisir d'interagir plusieurs fois avec l'Université européenne Civis d'Aix-Marseille Université, qui a vraiment une action extrêmement intéressante qui lie partenariat européen, partenariat avec les universités subsahariennes. Donc je vous invite à, si vous ne connaissez pas bien cette université européenne, à regarder le remarquable travail qu'ils font sur ce champ-là. Le deuxième point est celui du diplôme européen. On l'a évoqué hier, on le vit tous, plus ou moins tous, comme un problème, en se disant va-t-il arriver ? Alors, arrivera-t-il avant notre retraite ? Je ne sais pas. Tout dépendra du temps au bout duquel nous parviendrons à la dite retraite. Mais en tout cas, je pense qu'il faut peut-être ne pas se poser de mauvaises questions. À savoir, a-t-on véritablement besoin, immédiatement, ou en tout cas, est-ce qu'il est absolument nécessaire d'avoir un diplôme européen pour créer une forme de certification européenne, ou en tout cas d'être imaginatif. Vous êtes universitaire, autonome, et vous avez plein d'outils en termes de diplomation et de certification entre les mains. Je pense au DU, je pense au DIU, je pense au diplôme d'établissement. Et donc, rien ne vous empêche de créer des labels, des mentions au diplôme, des suppléments au diplôme. De toute façon, sachez que le monde socio-économique, la nomenclature des diplômes, ils s'en foutent. Enfin, je veux dire, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Donc, une licence, ok, un master, ok, un doctorat, ok, mais la mention, le parcours, le machin, enfin, je veux dire, honnêtement, c'est pour nous, c'est entre nous. Et puis, on va rajouter une dose d'acronyme, histoire de encore moins se parler entre nous. Mais voilà, ce n'est pas le sujet et ce n'est probablement pas le problème principal. Donc je vous invite à être extrêmement imaginatif pour faire en sorte justement de favoriser cette attractivité des dispositifs Erasmus au sein de votre université en mettant des carottes aux étudiants. Et ces carottes, ça peut être des certificats, ça peut être des ajouts au diplôme, etc. etc. Pourquoi ? Parce que j'ai été quand même très surpris par ce chiffre, à savoir que depuis 2004, seuls 499 Français ont bénéficié des bourses Erasmus. Et c'est vrai que c'est un point qui m'a... je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Erasmus Mundus, tout à fait. Autant pour moi. Mais le chiffre est quand même assez frappant. Alors, on en a parlé avec Mathilde et Nelly ces dernières heures
Et je pense qu'il faut, avant d'ajouter, de se confronter à ce type de chiffres idiots, parce que ça n'a pas de valeur de dire 499. Il faut rapporter ça au nombre de nationalités, au nombre d'étudiants. Voilà. Donc il faut rationaliser un petit peu les choses pour arriver à une forme plus intellectuelle de l'interprétation. On n'en est pas là, puisqu'on s'est dit qu'on allait faire ce travail-là. En tout cas, ça dit quand même quelque chose, peut-être, ou pas, d'ailleurs j'ai peut-être tort, mais c'est pas grave, en ayant fait, vous êtes tous ici dans une réflexion de recherche, donc on peut avoir tort. L'idée, c'est de se demander pourquoi on n'a pas plus d'étudiants qui sont impliqués là-dedans. La première réponse instinctive pourrait être de se dire que nos étudiants sont trop mauvais pour aller dans des masters Erasmus Mundus, qui n'est pas une réponse satisfaisante. La deuxième pourrait être qu'ils n'ont pas le réflexe, peut-être pas suffisamment d'informations, et donc de se demander s'il y a un bon affichage de ces masters Erasmus Mundus. Est-ce qu'on les trouve dans mon master? Est-ce qu'on les trouve bien affichés au sein de l'université, au sein du bureau des affaires internationales? Voilà, tout ce champ-là des réflexions doit être posé de telle manière que ça puisse bénéficier à tous. Et j'en viens à un autre élément de ma carrière, justement, qui est de bénéficier à tous. Quelle est la sociologie de ces étudiants? D'où viennent-ils? Et ayons un regard quand même assez proactif sur le fait que ce dispositif Erasmus est un formidable objet parce qu'il permet de subventionner, de donner de l'argent à des étudiants pour faciliter leur mobilité. Et donc il nous faut probablement avoir un regard encore plus acéré sur le fait d'associer des étudiants qui ne seraient peut-être pas dans cette philosophie-là, qui ne seraient peut-être pas issus des territoires facilités par ce type de mobilité. Et donc d'avoir une action proactive au sein de vos établissements pour permettre à des enfants issus de milieux culturels, issus de territoires, qui leur permettent de faciliter ces mobilités. Parce que, encore une fois, c'est un élément d'émancipation culturelle et d'émancipation intellectuelle absolument nécessaire à nos étudiants et qui clairement peut profiter davantage à des étudiants issus de territoires compliqués plus qu'à des étudiants issus de CSP+, qui de toute manière vont tous bénéficier de mobilité à un moment donné dans leur vie, en tout cas plus facilement. Donc, en conclusion, puisque vous avez l'impression que je ne fais que critiquer Erasmus sur cette dernière note, la première chose, c'est réjouissons-nous. Réjouissons-nous de l'efficacité et de la beauté quand même d'Erasmus qui permet tant d'interaction, d'échange à toutes les échelles de ce que nous sommes école, tant des personnels et des gouvernances, des enseignants-chercheurs, des personnels administratifs qui sont souvent peu associés aux projets de coopération. Et là, il y a très clairement des éléments qui permettent de les impliquer dans les projets de coopération et bien sûr les étudiants. Et tout cela pour un enrichissement de nous tous au bénéfice d'un avenir meilleur, espérons-le. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Et alors, on se disait qu'on n'avait pas tous les mêmes chiffres sur les Français en Erasmus Mundus. Finalement, je crois que Mathilde était à 500 et quelques. Moi, j'étais restée à 455. Toi, tu avais un autre chiffre. Mais bon, on va bien sûr travailler tout cela qui peut-être méritera un audit de l'inspection ou une mission spécifique. On ne sait jamais. Voilà. Oui, donc merci beaucoup. Juste quelques mots pour vous dire que bien entendu les replays de toutes ces sessions plénières et dont la clôture seront en ligne sur la chaîne YouTube de l'agence dans les prochaines semaines. Les PowerPoint aussi, des ateliers, des présentations flash. Certains m'ont dit « j'ai pas pu voir la présentation RecTech ». Ce n'est pas grave. Vous l'aurez aussi à disposition dans les prochaines semaines. Et puis aussi les différents projets que vous avez pu voir dans les ateliers que vous voulez continuer la découverte et aussi au sein de vos équipes, de vos gouvernances, on va faire ce recueil de projets qui sera disponible également dans les prochaines semaines pour continuer à exprimer le potentiel d'Erasmus dans vos établissements. C'est le moment de dire merci. Alors un très très grand merci, tout d'abord à Mathilde. Oui, bien sûr. Je vous propose un tonnerre d'applaudissements. Merci. Voilà.
Oh, j'ai le micro. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mathilde et merci à toutes les équipes du département promotion et des autres départements qui ont travaillé sur ces journées Erasmus+, de l'enseignement supérieur. Et donc, merci également à vous toutes et tous d'être ici présents parce que je vais également corriger le chiffre. J'ai dit 250 participants hier. En fait, nous sommes 300. Nous étions jusqu'à 300 personnes. Et donc, ce qui montre la vivacité et l'intérêt de ces journées européennes de l'enseignement supérieur et bien sûr dans toute la diversité des établissements que vous représentez. Donc, un très, très grand merci à vous toutes et à vous tous. Je vais me permettre aussi de dire merci parce qu'effectivement, ces journées Erasmus enseignement supérieur, c'est une aventure collective au sein de l'agence avec les 3 départements métiers. Donc j'ai une pensée particulière à mes homologues responsables de pôle de l'enseignement supérieur qui ont créé ce programme. On l'a créé ensemble et ensuite nos équipes les ont déployés. C'est près de plus de 30 personnes qui étaient mobilisées pour vous avant, pendant ces journées, après, parce qu'on a le Rex encore à faire, hein, messieurs, dames, vous allez recevoir un mail pour vous dire quoi faire maintenant. Bien sûr, un merci particulier à Elodie et Manon, nos assistantes de choc sur cet événement. Et on les oublie toujours, mais il y a eu la technique aussi qui a permis qu'on ait des micros. Voilà. Merci beaucoup. On a fini les remerciements, on va pouvoir passer sur les prochains temps forts, parce que si vous avez aimé les journées de SUP, il y en a plein d'autres qui arrivent, d'événements pour vous. N'imaginez pas notre calendrier pour la fin de l'année. Ma carte SNCF Grand Voyageur est complète. On va commencer les 17 et 20 septembre à Toulouse pour le salon professionnel de l'EAIE, où on sera présent cette fois-ci le département promotion, le pôle enseignement supérieur. On sera présent sur l'espace Campus France, sur un corner. Mais aussi, on va essayer de mettre en place un système de rendez-vous pour venir avec vous dans vos rendez-vous de négociation, de mise en place, de création de partenariats, de coopération et d'être là pour vous aider lors de ces rendez-vous. Ensuite, nous aurons du 14 au 19 octobre les Erasmus Days, 6 jours pour faire vibrer l'Europe. Alors, je pense que vous connaissez à peu près toutes et tous les Erasmus Days. Qui ne connaît pas les Erasmus Days ? Levez pas la main, ne levez pas la main. Il y en a une, c'est notre stagiaire. Oh, c'est pas bien vrai. Joué, Adeline. Quand même. Bon, alors donc les Erasmus Days, bien sûr. Impliquez-vous. Cette année, on aura certainement pour thématique, parce que c'est collectif, mais en tout cas, nous allons la proposer, l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc le sport, mais pas que, bien sûr. Et nous comptons sur vous pour organiser des événements. Bien sûr, avec l'aide de l'agence, avec l'aide de la directrice et de la direction de la communication, Glenda Gilmore. Je ne sais pas si elle est là. Et en tout cas, ils sont à votre disposition pour vous envoyer les petits kits habituels des Erasmus Days. Plus de 9000 événements l'an passé partout dans le monde. On a parlé tout à l'heure d'essayer de donner accès au plus grand monde à ces mobilités internationales. On sait qu'il y a encore des thématiques, des cursus où c'est compliqué d'aller convaincre. Donc, 2 événements qui vont arriver. Le premier, c'est une conférence inaugurale sur les questions de la santé pour travailler. Alors, c'est suivi d'un séminaire thématique de contact, etc., mais qui est déjà complet. Mais la conférence inaugurale, les inscriptions vont venir ultérieurement. Et ce sera le 21 octobre à Lille. Et ensuite, nous aurons du 12 au 15 novembre à Bordeaux les rencontres européennes. Le titre a été changé, tiens. Je me tourne vers le... Je plaide coupable. C'est moi qui fais la slide. Européennes, au pluriel, les rencontres européennes de l'apprentissage organisées sous la houlette du département promotion et de Clarisse Boudard, qui est vraiment très investie. Énorme succès l'an passé de ces rencontres européennes sur la mobilité des apprentis avec des grandes personnalités et normalement, mais il a dit oui, Thierry Marx, que nous avons croisé pour la Flamme, et Thierry Marx qui sera présent, puisqu'il est très, très investi sur la question de la mobilité des apprentis. Donc, sera également présent pour l'ouverture de ces rencontres. Et puis au mois de décembre, ce sera à Marseille et ce sera la conférence annuelle de l'agence Erasmus+, ainsi que de l'agence Erasmus+ Jeunesse. On a des partenaires européens qui seront présents également. Je ne me souviens plus quel pays, Nelly.
Alors, c'est la Finlande. C'est la Finlande Voilà. qui seront présents également. Et ce sera autour de la thématique « Construire un futur durable ensemble ». D'ailleurs, nos amis finlandais de l'agence vont venir en train. Alors, on a commencé à regarder un petit peu l'itinéraire qu'ils allaient faire. Je crois qu'ils prennent plusieurs journées avant et plusieurs journées après, mais ils sont très, très vertueux. Et c'est la 2e année que nous organisons notre conférence annuelle avec l'agence Jeunesse et Sport, puisque, effectivement, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, nous sommes très engagés pour rapprocher les 2 agences et travailler conjointement avec les équipes de l'agence Jeunesse et Sport. Tout à fait. Donc voilà, un ensemble de dates que vous retrouvez bien entendu sur l'agenda sur le site de l'agence Erasmus+. Et puis si vous voulez continuer à avoir beaucoup d'informations de ce type-là, inscrivez-vous à la newsletter. Voilà, ça valorise des projets, ça vous donne ces dates, ça vous donne plein d'informations diverses et variées pour continuer à découvrir Erasmus. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon retour. Merci de vous être joints à nous. Merci beaucoup et à l'année prochaine. À l'année prochaine.